Ce livre m'a complètement anéanti. Vraiment. Je l'ai fini et je suis restée là en silence pendant un long moment. On parle bien de la délicatesse de David Fuenkinos, et c'est une exploration franchement vertigineuse de la perte, de la reconstruction. Et de la façon dont la vie ou l'amour peut vous frapper quand vous avez déjà un genou à terre. C'est une histoire déroutante. On y suit une femme, Nathalie, Et dès les premières pages, on est plongé dans son bonheur absolu. C'est un amour de conte de fées, presque trop parfait pour être vrai, avec son mari, François. et c'est là que réside tout le paradoxe de ce livre. C'est l'histoire d'une femme qui, pour se sauver, va embrasser un homme qu'elle remarque à peine, un quasi-fantôme dans son propre bureau. C'est ça qui est dingue, non? Le geste n'a aucun sens. Et tout ça sous le regard d'un entourage qui ne comprend absolument pas comment la belle peut tomber amoureuse de ce qui leur semble être la bête. Ce qui est frappant, c'est que ce bonheur du début n'est pas juste suggéré. Il est construit avec une précision incroyable. Ah oui, Fokenkinos nous fait vraiment tomber amoureux de leur couple avant de tout faire voler en éclats. Je pense notamment à leur rencontre. C'est une scène qui semble banale, comme ça, mais qui est chargée d'une tension folle. Un homme et une femme dans la rue. Ils l'abordent. Elle pourrait l'ignorer et continuer son chemin, mais quelque chose se passe. Ah, la fameuse scène du jus d'abricot. C'est un moment suspendu dans le temps. François, il est assis en face d'elle et il se fait une promesse, là, silencieuse. C'est un jeu qu'il se fait à lui-même. Il est déjà tellement sous le charme. Dans sa tête, il se dit que la boisson parfaite, celle qui symboliserait un équilibre, ce serait le jus d'abricot. Pas un café trop classique, pas un thé un peu trop formel. Voilà, c'est ça. Et juste au moment où il arrive à cette conclusion, elle lève les yeux de la carte. Et, avec le plus grand naturel, elle commande un jus d'abricot. Le hasard, le destin. Mais à ce moment précis, on y croit. Et la phrase qui suit est magnifique. Il la regarda comme si elle était une effraction de la réalité. Ce n'est plus juste une femme, c'est un miracle en face de lui. Et leur histoire est scellée là-dessus. Leur bonheur est total, solaire. Et puis, sans crier gare, le drame absolu. La mort de François. Brutal, absurde, un accident. Le bonheur pulvérisé en une seconde. Et c'est là que le livre prend une tournure stylistique radicale. Oui, l'écriture elle-même semble se briser. C'est un procédé incroyablement puissant. Le deuil de Nathalie est si profond que la structure du roman limite à la perfection. Les chapitres deviennent tout à coup très courts. Parfois juste une phrase, une pensée, une liste de courses. C'est très immersif, oui. Mais je me suis demandé si ça ne pouvait pas être un peu frustrant pour certains lecteurs. Est-ce que ce style haché ne risque pas parfois de nous sortir de l'émotion ? C'est une excellente question, et je pense que c'est un risque. Mais je crois que l'objectif n'est pas de décrire la douleur, mais de la faire ressentir physiquement. D'accord. Le rythme de lecture est brisé, on est désorienté, tout comme Nathalie en fait. C'est une retranscription d'un état de choc post-traumatique. L'effondrement de la forme, c'est l'effondrement de son monde. Vu comme ça, oui, c'est implacable. Et ça dure. Pendant des années, Nathalie n'est plus qu'une coquille vide. Elle se réfugie dans son travail, sa vie est en tause. Et puis, un jour, elle commet ce geste fou. Un geste qu'elle-même ne s'explique absolument pas. Elle est à son bureau, perdue dans ses pensées. Elle se lève, traverse l'open space, s'approche d'un collègue, Marcus. Et elle l'embrasse. Et ce n'est pas un petit baiser, c'est un vrai baiser, long, passionné, qui sort de nulle part. C'est un acte pur, inconscient, presque une convulsion de son âme qui cherche à respirer. Elle-même est la première surprise. Elle le lâche, le regarde comme si elle le voyait pour la première fois, et retourne s'asseoir, horrifiée. Et c'est là que le roman bascule. On nous présente l'un des anti-héros les plus touchants qui soit, Marcus, l'exact opposé de François. Peu tellement. Marcus est maladroit, introverti, terriblement discret. On est à des années-lumière des canons de la séduction, quoi. La description est à la fois hilarante et d'une tristesse. Il le compare à un point-virgule dans un roman de 800 pages. C'est ça. C'est dire son niveau d'insignification perçu. Il est celui qu'on ne remarque jamais. Et tout le génie du livre est là. L'amour peut-il naître d'un bug, d'un court-circuit ? Exactement. Ce baiser n'est pas un acte de désir, c'est un acte de survie. Et le pauvre Marcus se retrouve réceptacle de ce geste insensé. Pour lui, c'est un séisme. Pour elle, c'est un accident qu'elle voudrait juste oublier. Et pour ajouter une couche à son personnage d'outsider, il est suédois. Ah oui, et là l'auteur s'amuse avec une avalanche de clichés. La Suède est décrite comme un pays un peu triste, un peu glauque.
Oui, les habitants comme des gens maladroits, un peu dépressifs. C'est un humour qui a, disons, divisé les lecteurs, et surtout les lecteurs suédois, évidemment. J'imagine. La réception là-bas était très partagée. Certains ont adoré l'autodérision, d'autres ont trouvé ça caricatural. Mais ces clichés ont une fonction narrative, non? Ils ne sont pas juste gratuits. Tout à fait. Ils servent à accentuer le décalage entre Marcus et le monde de Nathalie, qui est un Paris fantasmé élégant. Le Suédois maladroit face à la Française chic. C'est ça. Ça renforce l'idée de la belle et la bête. Il n'est pas seulement moche, il est étranger, bizarre, et c'est fascinant de voir comment ça a été traduit à l'écran. Oui, l'adaptation au cinéma. Inévitable avec un tel succès. Le film est sorti en 2011, réalisé par Fuenkinos lui-même et son frère. Pour le rôle de Nathalie, le choix d'Audrey Tautou semblait une évidence. Elle a cette fragilité, cette grâce, elle est parfaite. Mais la vraie question, le vrai défi, c'était qui pour jouer Marcus? Comment incarner ce point-virgule humain? Et leur choix a été un coup de poker total. Le comédien belge François Damiens. Oui, à l'époque, on le connaissait surtout pour ses caméras cachées, des rôles très exubérants. C'était un pari risqué. Un pari totalement réussi. Damien, c'est extraordinaire. Il ne cherche pas à jouer le Suédois, il joue l'homme invisible. Il apporte une humanité, une tendresse. C'est incroyable. Ce casting inattendu renforce finalement le propos du livre. La beauté se trouve là où on ne l'attend pas. Absolument. Il rend Marcus universel. Et cette histoire, malgré son point de départ si tragique, elle a vraiment des allures de conte de fées moderne. Et, bien sûr, le méchant. Le méchant, c'est Charles, le patron de Nathalie. Lui, il est tout ce que Marcus n'est pas. Séduisant, sûr de lui, puissant. Il représente le choix logique, socialement acceptable. Et il est amoureux d'elle, bien sûr. Il ne supporte pas de la voir choisir cet homme qu'il juge indigne. Donc il va tout faire pour saboter leur relation naissante. Et le véritable obstacle, c'est peut-être encore plus le regard des autres, les collègues, les amis qui ne comprennent pas. Ce jugement constant est une épreuve terrible pour ce couple qui essaie de se construire sur ce qui ressemble à un malentendu. Et ce qui rend ce conte si unique, c'est la façon dont il est raconté. Ce style de Funkinos, cette magie du quotidien. Le récit principal est sans cesse interrompu par des éléments complètement inattendus. C'est une des choses que j'ai préférées. On tourne une page et on tombe sur une définition de dictionnaire, une recette de risotto ou des stats sur la vente de Chris Prolls en France. Et ce n'est pas un gadget. Ces insertions créent une poésie du banal. Elles ancrent cette histoire un peu folle dans un quotidien très concret, tout en lui donnant une dimension légère, décalée. C'est vraiment sa signature. Oui, et il a vraiment contribué à redéfinir la comédie romantique à la française. Il a prouvé qu'on pouvait parler de deuil avec une légèreté qui n'enlève rien à la profondeur. Au contraire. C'est vrai que le film a bien su capter cette légèreté. Mais c'est toujours difficile de traduire à l'image la voix intérieure d'un personnage. C'est le risque. Mais il y a un élément dans le film qui ajoute une couche d'émotion poignante. C'est la musique, composée par Émilie Simon. Ah oui, et ce qui est bouleversant, c'est qu'elle a elle-même vécu un drame très similaire, la perte soudaine de son compagnon, presque au même moment. Sa musique, elle n'est pas juste une illustration, elle porte en elle la même histoire. Ça donne au film une âme supplémentaire. Au fond, que ce soit dans le livre ou dans le film, on en revient toujours à cette question. Est-ce qu'un amour qui naît d'un accident peut être assez fort pour guérir une blessure aussi profonde et résister au poids des autres amours? Et ça nous interroge sur l'importance du timing dans une rencontre. Oui, Fankinos l'écrit très bien. Il y a des gens formidables qu'on rencontre au mauvais moment. Et il y a des gens qui sont formidables parce qu'on les rencontre au bon moment. Marcus est peut-être l'homme parfait pour Nathalie, justement parce qu'il arrive au pire moment, de la plus étrange des manières. Et c'est ça qui est fascinant. Est-ce qu'elle tombe amoureuse de lui pour ce qu'il est, ou pour ce qu'il représente à cet instant T de sa vie? Une rupture, un chemin vers l'inattendu. Une bouée de sauvetage. Après avoir exploré cette histoire, une question obsédante demeure. Le véritable amour est-il le fruit d'une décision consciente, d'une attraction logique, ou n'est-il finalement qu'une effraction de la réalité? Un bug sublime qui vient nous sauver au moment où l'on a cessé de l'attendre. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos.
Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.